Salut tout le monde, on est samedi soir et on est live, j'espère que vous allez bien. Alors je vérifie, vous m'entendez bien, il y a bien la sortie de son. Et ce soir, l'invité est Lily. Comment ça va Lily? Bonsoir, ça va très bien et toi? Bah écoute, comme je le disais avant l'émission, alors ce qu'il faut savoir, si vous découvrez l'émission ce soir, c'est que généralement il y a toujours les 30 premières secondes ou les 2 premières minutes de l'émission qui sont consacrées à vous dire à quoi j'ai mal aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai très mal au pied et à la jambe. Je crois que j'en ai déjà parlé la semaine dernière. J'ai une tendinite et c'est juste affreux. Chaton nous dit on vous entend bien tous les deux. Bonsoir, bonsoir Chaton. Bonsoir mon amour, j'espère que tu vas bien. Alors, Lily, on va commencer tranquillement et simplement. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bien, bonjour, enfin bonsoir, je m'appelle Élise Lilian, j'ai mis Lily parce que c'est plus simple, c'est mon prénom plus facile à retenir. Je suis une personne non-binaire, gender fluide, et je suis musicien dans la vie de tous les jours. Oh, classe. J'avais vu, enfin j'ai un peu regardé sur ton Twitter quand tu t'es proposé, histoire d'être sûr de pas tomber sur quelqu'un qui, bah tu vois, je peux pas. Disons que surtout en ce moment, si en plein milieu de l'émission, je me rends compte que je suis tombé sur un nazi, par exemple. Oui, effectivement. Voilà, mais même en temps normal, hein, même si je tombe sur un nazi en temps normal, évidemment l'émission est arrêtée, et bien évidemment, mais en ce moment, je suis en train de m'enfoncer. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour m'empêcher de parler, s'il vous plaît? Non? Bon, d'accord, ok. Non, plus sérieusement, donc tu joues quoi comme instrument? Je joue du hautbois, un instrument de la famille des vents. Oh! Alors j'allais dire c'est rare aujourd'hui, mais non, mais c'est vrai que généralement quand on parle de musicien, j'ai plus l'habitude, après sur le... Je viendrai te déterrer avec ma pelle si tu t'enfonces trop. Merci chaton. Chaton dit cool le hautbois d'ailleurs. Oui, c'est vrai que généralement quand on parle d'instruments, j'ai plutôt l'impression que généralement les gens sont plus piano ou peut-être guitare. Parce que c'est les instruments, j'ai l'impression, qui sont le plus répandus, mais le hautbois c'est sympa. Comment tu t'y es mis? C'est un truc que t'as découvert un jour, ou si tu t'es dit bah tiens je vais essayer un instrument, t'as joué aux fléchettes et c'est tombé sur le hautbois? Non, en fait, donc moi j'ai commencé enfant à 8 ans et je trouve que du coup j'ai des parents qui sont très férus de musique. Ils aiment beaucoup la musique et la musique classique. Enfin, la musique savante parce que classique, c'est un abus de langage, bref. Et ils ont décidé qu'avec mes frères on ferait de la musique et j'ai vu mes grands frères choisir un instrument. Je savais qu'il faudrait que j'en choisisse un. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a joué du hautbois dans mon école primaire. J'ai trouvé ça trop beau. J'ai dit je veux faire cet instrument. Voilà. Alors, faut juste que tu m'expliques la différence entre musique classique et musique savante, t'as dit? Oui. C'est un peu simple. Tu vois la littérature, on t'explique que t'as le théâtre baroque et le théâtre classique et le théâtre moderne. Oui, même si ça remonte pas mal à mes années littéraires, ça remonte, mais oui, je vois. C'est des périodes artistiques. Et du coup, si tu viens me dire « Ah, j'aime trop la musique classique, par exemple, j'adore Debussy », bah non, le classicisme est une période très précise entre 1750 et 1810, on va dire, à peu près. D'accord. C'est le trait, hein, parce que ça s'arrête pas pile là. Alors, du coup, musique savante, ça va regrouper tout ce que les gens appellent musique classique d'habitude. Alors que musique D'accord. classique, c'est Mozart. Voilà, Mozart est classique. Alors du coup, pour être sûr, est-ce que musique savante, ça intègre aussi ce qu'on appelle comme musique classique, par exemple, tu disais Mozart, ou est-ce que c'est un terme totalement à part? Ah, ça intègre tout. D'accord, ok. Voilà. Donc toutes les musiques classiques sont des musiques savantes, mais les musiques savantes ne sont pas forcément de la musique classique. C'est ça. Ok, bah je me coucherai moins bête ce soir, sauf si je regarde des trucs abrutissants, mais bon, je sais pas pourquoi je dis ça maintenant. Donc ok. Et donc tu as dit que tu étais gender fluide. Oui, je suis gender fluide. Exactement. Alors, Chaton nous dit, moi j'ai fait accordéon, puis saxophone, puis piano. Bah... Non, je suis désolé, j'ai été en train de penser un truc par rapport au piano parce que j'essaye d'apprendre, donc c'est bon à savoir. Du coup, on va commencer par les bases. Depuis combien de temps, enfin déjà si c'est pas indiscret, quel âge tu as? J'ai 22 ans, presque 23.
D'accord, il faut que j'arrête d'inviter des personnes qui sont plus jeunes que moi, ça me... Je vois littéralement mes cheveux blancs qui augmentent jour après jour. Faut pas compter sur moi pour le piano par contre. Non, c'est bon, j'ai une application sur mon casque VR qui devrait m'apprendre, c'est juste qu'il faut que je trouve un truc pour taper dessus en fait. Oui, dans l'émission aussi, on prend une grande partie pour me voir communiquer avec ma moitié de trucs qui n'ont rien à voir avec l'émission, c'est normal. Du coup, oui, tu as 22 ans et ça fait combien de temps que tu t'es rendu compte de ta gender fluidité? Alors, on va dire que quand j'étais au lycée, c'est à ce moment-là déjà que je me suis rendu compte que j'étais une personne LGBTQIA+. D'accord, donc au lycée, à peu près, c'est vers quoi? Vers 15 ans, plus jeune peut-être? Ouais, vers 15 ans. D'accord. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais... Parce que je m'étais déjà renseignée sur la transidentité, parce que j'étais tombée dessus complètement par hasard sur YouTube. D'accord. Super vidéo, en plus. Donc, bah, c'était super. Et je me renseigne, et puis je me rends compte, tiens, c'est marrant, mais c'est vrai que je corresponds plus à une personne non-binaire qui voyagerait sur le spectre du genre. En fait, c'était surtout cette notion-là qui m'avait beaucoup marqué, c'est que le genre, c'est un spectre, et pas un truc fixe et défini. C'est comme la lumière, il y a plein de trucs, et tu peux bouger dedans, c'est trop bien. Ouais. C'est vrai que ça déjà c'est un truc qui est très compliqué à expliquer quand on n'est pas quand on n'est pas justement on va dire informé sur le sujet, c'est qu'effectivement c'est pas binaire en fait tout simplement. C'est pas binaire du tout comme info. Donc là à ce moment-là, j'ai à peu près 15-16 ans, mais je me pose pas plus la question que ça. C'est juste il y a de temps en temps j'ai des petits pics de dysphorie, mais je sais pas ce que c'est parce que j'arrive pas à m'en rendre compte. Mais je m'en rends pas compte, et puis passe le confinement et je retrouve mon meilleur ami d'enfance qui me dit au fait, depuis toutes ces années, je suis trans. Et puis là, moi, je lui fais tiens, c'est marrant, mais j'ai la sensation de pas être cisgenre non plus. Étonnant. Okay. Franchement étonnant. Et c'est là que je me rends compte que, oui, en fait, gender fluid, c'est complètement le mot qui fonctionne pour moi. Et que je vois pas pourquoi est-ce que je me suis dit pendant 3-4 ans, oh bah non, c'est pas pour moi, je verrai ça plus tard. Parce qu'il y a ce côté-là aussi où moi je suis complètement ok avec le prénom qu'on m'a donné à la naissance. Je compte pas transitionner hormonalement, ni même administrativement. C'est plus finalement pour mon cercle d'amis. Mmh. Et je pense que voilà. D'ailleurs, ça permet de le rappeler, on le dit à chaque fois, mais en fait, on ne doit une transition à personne. Hein. Pas aux autres, pas à ses proches, pas aux personnes plus éloignées. Et j'ai même envie de dire, à la rigueur, on se la doit même pas à nous-mêmes, en fait, si on sent que c'est pas nécessaire. Oui, c'est ça, tout à fait. On peut être une personne trans sans faire de transition. J'allais dire sans ressentir de dysphorie, mais il se trouve que moi, de la dysphorie, j'en ressens, donc voilà. En étant aussi... Vous pouvez être une personne trans qui transitionne, mais qui veut garder son prénom de naissance. Oui. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un dead name. On avait l'exemple. Alors, j'ai peut-être une bêtise parce que je suis même pas sûr que ce soit son prénom de naissance, mais on avait Sovan qui avait été invité il y a plusieurs mois maintenant et qui du coup a gardé Sovan comme prénom post-transition quoi. Bon, alors, c'est vrai qu'à mon avis, on trouve plus de personnes, admettons, quand une personne est assignée femme à sa naissance. Et je pense que si jamais on a donc un mec trans qui transitionne, je doute qu'il va garder Christina comme prénom par contre. Mais bon... C'est vrai. C'est vrai. Et Chaton me dit, ouais, c'est son vrai prénom de naissance. Donc oui, voilà, en fait, le truc, ça me permet de dire un truc qu'on avait déjà dit la semaine dernière avec Rémi, c'est qu'en fait, une transition ou un coming out n'est pas forcément obligé de se passer mal. Et quand on dit n'est pas obligé de se passer mal, alors ça peut très bien, par exemple, se passer mal, admettons, avec les proches, mais au niveau, par exemple, du prénom ou d'expression de genre, ça peut, entre guillemets, ne pas avoir d'impact du tout, en fait. C'est ça qui est à retenir, quoi. Du coup, je suis en train d'essayer de faire le timing. Donc, tu m'as dit vers 15 ans, tu t'en rends compte. Donc 15 ans, ça fait quoi? Ça fait 2017, hein, si je dis pas de bêtises. Non, ça fait 2016. 2016, d'accord.
D'accord. Donc du coup, là tu nous as parlé du confinement. Le confinement, c'était, je sais même plus, ça me semble tellement proche et loin à la fois. C'était 2019, 2020. Oula. Et à ce moment-là, j'ai 19 ans. D'accord. Donc il s'est passé quelque chose de, parce que du coup tu nous as parlé après le confinement, tu nous as parlé d'avant, mais est-ce qu'il y a eu un truc entre temps qui a fait la jonction, on va dire, entre les deux périodes? Pas spécifiquement, mais le milieu trans, c'est pas un milieu trans, le milieu trans d'internet, on va dire ça plutôt comme ça, est un milieu dans lequel je consulte beaucoup, que ce soit sur YouTube, entre autres avec l'excellente chaîne d'Ash Paradoxae, Alistair, qui parle de transidentité, et d'autisme et de handicap et d'autres choses. Là, je regarde beaucoup ces vidéos et je regarde aussi beaucoup les vidéos de la chaîne YouTube Vivre avec, qui est animée par Mathieu, et il avait fait son coming out à ce moment-là. Et moi, j'étais juste là en train de me dire « Ah bah cool, je connais plein de personnes militantes trans, enfin, connais, non, mais je consomme du contenu de personnes militantes trans, et aussi sur les réseaux. Et par exemple, on a eu le hashtag #TransIsBeautiful. Oui. J'étais en terminale. Et je me rappelle que j'avais passé un moment à scroller, juste déjà pour signaler les transphobes. Ouais, ça, à mon avis, il y en avait un paquet aussi, malheureusement. Il y en avait un paquet, c'était terrible. Il y avait aussi eu, pendant le confinement, Neuroa et trans, et il y avait eu de ces tweets, mais c'était abject. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je me rappelle avoir tweeté en disant que j'étais qu'à moitié concernée, parce que je me disais concernée par la partie Neuroa, et pas par la partie trans. Et du coup, j'avais tweeté en disant « Je suis à moitié concernée, mais juste un rappel pour les validistes, arrêtez de dire qu'on s'invente des maladies, l'autisme n'étant pas une maladie. » Bon, c'était très maladroit de ma part, et il ne faut pas dire ça, parce que du coup, ça invalide l'autisme. Enfin, c'est pas parce que l'autisme n'est pas une maladie qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Donc du coup, si t'étais que la moitié, t'étais juste con, en fait. Oui. Voilà. Surtout, j'étais pas à moitié concernée, j'étais totalement concernée. Ah ouais, mais de toute façon, alors spoiler, généralement, quand on dit qu'on est qu'à moitié concerné, alors je pense qu'il y a quand même des exceptions, mais je pense pouvoir dire, sans me tromper, sans abuser, que facilement 99,8% des personnes que j'ai connues qui étaient juste très concernées ont fait leur coming out dans les, dans les mois ou dans les années qui ont suivi, donc... Oui. On va pas se mentir. Donc, je ne rajouterai qu'une chose, là, je sais pas s'il écoute parce qu'il n'a pas forcément... malheureusement, il doit être peut-être au boulot, mais #moustache. Ceux qui savent, savent. Donc du coup, t'as eu toute une période de réflexion. Alors je suis désolé, j'essaye, comme dit, j'ai un petit peu de mal à me concentrer pour les raisons que je disais en début d'émission, mais du coup, t'as quand même eu une période assez longue pour vraiment te fixer. C'est pas un truc qui est venu du jour au lendemain en disant allez hop, à partir de maintenant, je sais que je suis comme ça. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment qu'il y a eu une longue période, parce que en fait, c'est surtout que si je dois schématiser grossièrement mon ressenti de la gender fluidité, c'est que je suis à 80% une femme, un homme, et ni l'un ni l'autre. D'accord, c'est... À la fois. Que 10% du temps, je suis un homme, 10% du temps, je suis une femme, et 10% du temps, je ne suis ni l'un ni l'autre. Alors attends, excuse-moi, mais là, tu m'as un peu perdu niveau maths, parce que t'as dit à 80%... Pardon, 70%, je sais pas compter. Ah d'accord, ok. Donc à 70%, t'es les trois, et à 30%, t'es aucun des trois, pour simplifier. Voilà. Ok. À 30%, je suis fixée sur un des trois. D'accord, ok. Oui, non, c'est un peu plus clair, parce que là, j'étais un peu embrouillé, je fais, oula, attends, 80 plus 30 égale 110, je retiens 5... Enfin, ouais, c'est... Oui, non, les... En temps normal, moi, si. Mais là, en l'occurrence, non, pas trop. Bref. Je suis désolé. En fait, là, je suis un peu en mode... à cause de la douleur, je suis un peu à l'ouest. Et je l'ai aussi souvent dit dans l'émission, je suis moi-même Neuroa avec TDI, et il y a des moments où les TDI sont plus présents, en fait, qu'il y a d'autres. Donc en gros, c'est un peu le ping-pong dans ma tête. En fait, pour simplifier, pour ceux qui se posent la question, concrètement, moi, je suis là avec l'invité, mais dans ma tête, en fait, c'est comme si j'avais des discussions entre alternes, mais qui n'ont pas forcément grand-chose en rapport, en fait.
c'est assez... C'est un peu comme si dans mon casque, en fait, j'avais 3 sons différents. C'est un peu compliqué, du coup, de se concentrer. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que c'est le genre de truc qui m'arrive en pleine émission. Donc au bout de 46 épisodes, youpi. Du coup, on va revenir sur l'invité. On peut pas faire 36-15 My Life à moi. Comment ça s'est passé quand tu t'en es rendu compte? Est-ce que c'est quelque chose qui a été compliqué? Genre tu t'es dit, oh là, ça va devenir galère, je sens que maintenant je vais devoir entre guillemets marcher sur des œufs? Ou est-ce que tu te dis, ah bah c'est cool, enfin moi je me connais mieux et peut-être que maintenant grâce à ça, ça pourra aller mieux dans d'autres domaines par exemple? En fait, c'était finalement assez chill comme façon de faire. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, j'ai retrouvé mon meilleur ami après le confinement. Il m'a parlé de sa Alors, personnalité. petite question, excuse-moi, c'est interrompt, quand tu dis retrouver, c'est juste retrouver dans le sens où forcément, comme il y avait le confinement, vous étiez pas vus, ou est-ce que vous étiez entre guillemets perdu de vue pendant quelques années pour x, y raison? Ah non, on s'est perdu de vue pendant pas mal de temps. D'accord. Et il est venu dans mes DM Twitter un jour et il m'a dit excuse-moi, ça faisait trop longtemps qu'on s'était pas parlé, je sais que c'est complètement de ma faute. Bref. Et puis on s'est mis à parler. Et d'ailleurs, depuis, on ne s'est plus quitté. Hein. C'est vraiment très mignon comme histoire. Mais du coup, il me dit bah voilà, moi je suis une personne trans et tout. Et du coup, moi je lui dis peut-être que moi aussi. Et c'est la première personne à qui j'en ai vraiment parlé, dans le sens où il m'en a du coup, il me dit bah ok. Et comment est-ce que tu veux que je te genre? Et je lui ai dit fais-toi plaisir, fais n'importe quoi. Et finalement, ça a été surtout de l'expérience, voir est-ce que ça me plaisait, est-ce que ça me plaisait pas. Et finalement, ça m'a plu. Et du coup, je lui ai dit bah si tu veux, j'aimerais essayer un prénom masculin. Est-ce que de temps en temps, tu peux m'appeler Lilian en plus de m'appeler Élise? Et quand on est devant mes parents, tu m'appelles Lily pour éviter de mouter devant mes parents. Ce serait cool, s'il te plaît. Donc tes parents sont pas au courant encore? Mes parents sont pas au courant et D'accord. je veux pas qu'ils le soient. D'accord, mais ça peut aussi se comprendre, je suis dans le même cas. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais je suis dans le même cas. Mais du coup, ça a été plus de l'expérience et le fait est que ça m'a plu. Ça m'a complètement plu de me faire appeler Lily, de me faire appeler Lilian, en plus de me faire appeler Élise. Et oui, du coup, je suis non-binaire, gender fluide, totalement. Et c'est cool. Alors c'est marrant quand on me raconte les histoires à base de... en fait, j'ai un ami qui m'a dit que je suis trans et que j'ai fait « Ah bah, figure-toi que moi aussi, peut-être ». Alors c'est pas du tout pareil, mais ça me rappelle un peu ces histoires où t'as deux personnes qui vont se marier et t'as genre un ami qui se pointe à la cérémonie qui fait « Ah oui, en fait, je vous ai pas dit, je suis enceinte ». Si ça fait... Alors je sais que c'est pas ça du tout, hein. Il y a aucune... c'est pas comparable et puis c'est pas quelque chose qui est entre guillemets aussi... on va dire sacralisé que le mariage, même si c'est un peu une connerie, mais ça fait un peu cette idée-là, quoi. Oui. Donc, bon, après, attention, encore une fois, je dis ça, c'est aussi pour la vanne. Si vous êtes trans et que votre ami vous dit qu'il est trans, bah, je sais pas, c'est pas la peine d'attendre 5 ans pour lui dire « Ah oui, en fait, je voulais pas te le dire il y a 5 ans parce que j'estimais que c'était ton tour, mais moi aussi, quoi. » C'est un peu... C'est un peu marrant. Mais c'est marrant parce que, justement, maintenant que j'y pense, je vais encore une fois revenir sur 3615 My Life, mais j'ai plusieurs personnes, pas vraiment des amis, plus des potes / connaissances LGBTQIA, qui, eux, ont fait leur coming out il y a des années, et des années plus tard, si jamais je les ai perdus de vue et qu'ils voient certains trucs, ils sont en mode « Ah bon ?» Genre, là, ça m'avait fait marrer, ça remonte puisque c'était il y a un peu plus de 2 ans, j'avais encore un profil Tinder à l'époque, ce qui n'est plus le cas maintenant, je peux vous le dire, c'est officiel, ça y est, j'ai eu le mail, je suis libéré. Mais en gros, j'avais une connaissance qui du coup était, et que j'avais plus depuis quelques temps, et qui vient me voir, en fait, elle me voit sur Tinder, puis elle vient me voir sur Facebook, elle fait attends, là, faut qu'on parle non-binaire et tout, enfin, c'est un peu genre eh ben oui, plot twist, c'était moi tout du long. Enfin voilà, c'est ça qui est marrant, en fait, j'ai l'impression que quand tu fréquentes des personnes qui sont justement de la communauté, généralement je pense que c'est qu'une question de temps avant que toi-même... Alors attends, désolé, petite parenthèse, mon cœur. Sur Tinder, j'ai rencontré une personne. Cette personne a fait qu'on a pu être ensemble par la suite. Donc techniquement, ça a servi à quelque chose. Voilà. Le train est arrivé dans la gare. La baie cool.
Donc, du coup, si j'ai bien compris, aujourd'hui, t'es quand même en mode caché. Est-ce que t'as des personnes, quand même, des proches, admettons de la famille ou amis, où t'as vraiment pu t'outer, ou alors t'es vraiment un peu encore dans ce cadre où justement t'essaies vraiment de compartimenter pour pas, justement, pour pas avoir de risque, en fait? Ah oui, non, pour la famille, je suis complètement dans le placard. Alors peut-être que mes cousines sont au courant. Parce que sur mon Instagram, je suis absolument pas dans le placard. Et je poste des stories où je parle d'existence inter, où je montre avec mon super drapeau non-binaire qui est absolument magnifique. Il y a eu parce que je fais beaucoup de cosplay, il y a eu toute une polémique autour du cosplay, et moi j'ai voulu dire que moi je ne fais pas de crossplay vu que je suis à la fois un homme et à la fois une femme, donc C'est vrai que c'est un peu compliqué quand tu cosplay, quand justement t'es gender fluid. Sauf si tu cosplays un mec au moment où tu es femme, en fait. Techniquement, c'est... Oui, techniquement oui, mais du coup j'avais dit, bah voilà, moi comme je suis une personne non-binaire, à chaque fois je suis le genre de la personne que je cosplay et tout machin. Mes cousines me suivent sur Instagram, donc elles l'ont peut-être vu, et du coup voilà. Mais elles sont suffisamment je leur fais suffisamment confiance quand même pour pas m'outer auprès de leur père, qui pourrait m'outer auprès de ma mère, parce que ça, ce serait un vrai problème. Voilà. Ça me fait marrer parce que je suis exactement dans le même cas sur les réseaux sociaux, en fait, je me cache pas du tout, mais je sais que de toute façon, comme les 3/4 du temps, ma famille n'en a strictement rien à faire de moi et de mes trucs sur les réseaux sociaux, je pourrais dire demain, c'est moi qui tuais Kennedy, qui réagirait pas, donc... Oui, c'est ça. Mes parents, les réseaux sociaux, ils connaissent pas. À la rigueur, vraiment, à l'extrême rigueur, je leur montre les photos que je poste, parce que des fois, je fais quand même des jolis cosplays, j'ai envie de leur montrer, mais... Il était sympa d'ailleurs ton cosplay. Ton cosplay de Peter Pan, il est sympa d'ailleurs. Ah oui, j'en suis un peu fière. Le haut est trop petit, il faut que je le refasse. Mais oui. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce costume. D'ailleurs, toutes ces personnes qui sont attirées sexuellement par lui, je comprends pas les plans sexuels, franchement. Voilà, c'était ma vanne du soir. Ah, purée, je l'avais pas eu. Le pire, c'est que je suis pan, donc sérieux. Alors généralement, c'est soit la vanne là, soit ah punaise, mais je comprends pas ces plans sexuels, c'est quand même dégueulasse d'être attiré par le lapin dans Bambi. Ouais, c'est ça. Voilà. Celle-là, je l'avais. Mais oui, en vrai, depuis que j'ai vu ta bio, enfin, je crois que c'est marqué sur ta bio Twitter, si je ne dis pas de bêtises, que du coup tu es pan. Je regarde. Oui, non même pas. Mais du coup, c'est depuis que j'ai vu le cosplay de Peter Pan que j'ai fait. Il y a une vanne pourrie à faire. Ah bah voilà. oui. Mais je suis la première à le faire, par exemple, dès que je vois des statues de Pan, l'oiseau, même si ça s'écrit pas pareil, et ben je suis là, c'est moi. Ouais, alors je dis peut-être une bêtise, mais t'as aussi un instrument avant qui s'appelle le pan, non? Ou la flûte de Pan, peut-être plutôt. La flûte de Pan, mais là encore, la flûte de Pan. Ça pour le coup, c'est un abus de langage. C'est la flûte savante en fait. Non, je ne connais pas son vrai terme, mais en fait c'est une flûte traditionnelle du Pérou, et il l'appelait la flûte de Pan, sachant que la flûte de Pan c'est l'instrument que jouait le dieu Pan grec. Ok. Je pense que c'est typiquement le genre de chose qu'un homme blanc a fait en venant au Pérou et en se disant tiens, j'aime bien cet instrument, on va lui donner un nom européen quand même, parce que c'est compliqué à prononcer. Voilà. Après, j'ai envie de dire, dès qu'on parle de mythologie grecque, par exemple, t'en as encore qui croient que Hercule est de la mythologie grecque. Alors que Hercule, c'est... En fait, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez, donc excusez-moi d'être cette personne que vous détestez qui va vous dire techniquement, mais oui, Hercule c'est la mythologie romaine, et le nom grec d'Hercule c'est Héraclès. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, je crois que je l'ai su à une époque, mais j'ai jamais su, enfin, j'ai su à une époque, mais je sais plus maintenant pourquoi ils ont pris ce nom-là au lieu d'Héraclès, quoi. Parce qu'en vrai, Héraclès, je trouve que ça claque comme nom, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est... Oui, moi je le trouve plus joli. Ouais. Bah, ils se sont dit, ça se trouve, c'est un mec, alors je sais plus l'histoire, je crois qu'il a tué sa femme et son gamin parce qu'il avait été empoisonné ou un truc comme ça. Enfin,
Bref, C'est terrible, hein, l'histoire d'Héraclès. parce que les Romains s'approprient et tout. Bah non, pour le coup, c'est l'inverse. Pour le coup, c'est les... Attends, j'ai un gros doute maintenant. Non, Les Romains... Oui. Non, les Romains... La mythologie grecque, d'accord. Ok. Ah, la mythologie grecque, franchement, mais quelle... mythologie gréco-romaine, plutôt. Moi, du coup, j'ai connu ça avec la mythologie grecque. Mais regardez, c'est tellement joyeux et plein d'histoires très cheerful. Ouais. Non, l'histoire d'Hercule, elle est glauque. Hein. Ça me fait toujours marrer, c'est le syndrome Disney. En fait, ils te prennent les histoires les plus dégueulasses et ils te font des versions tout publiques. J'ai une pensée pour les gamins qui sont allés chercher sur Google. Alors, je crois que parmi les plus glauques, La Belle au bois dormant, il me semble qu'elle est bien glauque. Oh, La Belle au bois dormant, elle est horrible. Ouais. C'est absolument affreux. Oui, désolé, mon cœur, je suis perdu. Je sais que t'as étudié l'histoire de l'art, mais je suis un peu à l'ouest. Oui, La Belle au bois dormant, c'est super glauque. Quasimodo, hein, parce que Quasimodo, c'est pas le mec sympa. Phébus, c'est pas le mec sympa qu'on voit dans le film de Disney. Non, il y a que Esmeralda qui est sympa dans le bouquin, c'est tout. Et encore, non, pour être honnête, je l'ai pas lu Quasimodo. Mais oui, effectivement. Je pense que Disney à l'époque, ils n'avaient pas dit un jour il y aura un truc qui s'appellera l'Internet où les gamins ils pourront aller briser leurs rêves et leurs. Ouais, mais c'est surtout, ils se sont peut-être pas dit en sortant le bossu de Notre-Dame qu'il y aurait des Français qui regarderaient le dessin animé, qui kifferaient le dessin animé et qui du coup iraient lire le bouquin. Parce que quand même, Victor Hugo. Ah oui, bah oui, clairement, ouais. Chaton nous dit d'ailleurs Jean de La Fontaine a pompé ses fables sur la truc grecque. Oui, c'était les fables d'Ésope. C'était les fables d'Ésope. Mais tant qu'on est entre guillemets à parler de repompage ou d'inspiration culturelle, même le Roi Lion, ça ressemble beaucoup à un manga, je sais plus le titre japonais, mais le Roi Léo, ouais, c'est le roi de la jungle. Mais après, je sais pas. J'ai un gros doute parce que le Roi Léo, ouais, je sais, mais quand j'étais gamin, en fait, j'ai connu le Roi Léo après le Roi Lion. Donc, genre, je me demande si c'est pas la traduction française du manga, enfin de l'anime en l'occurrence, qui est sorti après le Roi Lion, et qu'ils ont appelé... Oui, puis évidemment, le Roi Lion, c'est... Shakespeare. Othello. Ouais, c'est Othello, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, il me semble que c'est Othello. Othello, Macbeth, peut-être. C'est celui avec être ou ne pas être, telle est la question. C'est Macbeth, je crois. Chaton, excuse-moi, désolé, c'est pas forcément en rapport avec l'émission, mais j'aime bien ces petits moments culturels comme ça. Est-ce que tu peux juste regarder si c'est... Attends. Othello ou être ou ne pas être je crois que c'est Othello. Bon, bah, bref. Oui, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a pas mal de réappropriation. En fait, j'ai envie de dire, les trois quarts du temps, quand tu regardes, c'est de la réappropriation par des mecs blancs, en fait. Hein. Ça n'a pas changé. Mec blanc, probablement 6. Donc voilà. Alors, petite question au niveau... alors, je suis désolé. Hamlet. Voilà, c'est ça que je cherchais. Hamlet. J'avais l'image de Schwarzenegger dans la Section Hero pour ceux qui ont vu le film. Très bonne scène dans le film avec Schwarzenegger. En fait, le perso principal... Le perso principal du film est un gamin et à un moment il est en cours et il est en train de s'ennuyer parce que le prof lui parle d'Hamlet et lui en fait dans sa tête il visualise la bande-annonce d'Hamlet avec Schwarzenegger dans le rôle principal. C'est hilarant. Et le Roi Lion 2 inspirant de Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, et je suis désolé, on va peut-être quand même repartir après sur le sujet de l'émission, mais Roméo et Juliette je trouve que c'est une histoire qui est totalement surcotée. Hein, on va quand même rappeler que c'est simplement l'histoire qui dure 3 jours entre deux gamins de 16 ans quoi. Si Roméo n'était pas amoureux de Juliette, mais de son cousin, ça aurait été incroyable. Le truc, en fait, c'est que c'est... En fait, ce que je veux dire, ça va faire très bizarre, mais Roméo et Juliette, pour moi, c'est... Alors, je suis désolé, c'est encore une référence que tout le monde va peut-être pas forcément comprendre, mais il y a des personnes qui ont tendance à faire la grosse connerie de dire le Joker et Harley Quinn, c'est un modèle de couple. Oui, bien sûr. Voilà, je pense que du coup tu vois où je veux en venir puisque tu mets le truc. Mais non, Harley Quinn et le Joker, c'est une enfin c'est même pas une métaphore, c'est une démonstration du couple toxique. Et du coup, j'ai l'impression que en fait ce prototype de la relation qu'on idéalise et qui est totalement en fait
nocif, toxique et tout ce qu'on veut, bah justement, c'est Roméo et Juliette, en fait. Parce que, comme dit, c'est même pas 16 ans, c'est des gamins de 14 ans, quoi. Oui. Donc voilà, effectivement, Bah, après, c'est pas ouf. les histoires d'amour, parce que alors je sais pas si c'est français, mais t'as Tristan et Iseux c'est Chrétien de Troyes qui a écrit Tristan. Oh, alors j'ai pas, je t'avouerai que là, c'est pareil, je l'ai su à une époque, je suis un ancien littéraire, mais j'ai plus la... C'est une partie des informations que j'ai pu. Et là c'est pareil, parce qu'on est quand même à l'époque médiévale, donc Iseux, elle a quoi elle a 14 ans minimum, 16 ans max. Tristan, il a entre 16 et 20 ans, et bon, c'est à cause d'un filtre d'amour, donc c'est encore pire que Roméo et Juliette, mais à la fin, ils meurent ensemble, et il y a même un rosier qui pousse sur leur tombe et qui vient faire un superbe buisson, enfin... Et le but de toutes ces histoires d'amour, c'est de dire justement aux personnes qui lisent ces bouquins, attention, l'amour, c'est dangereux, les passions, tout ça, faut pas faire ça, sinon on meurt. Et Ouais. du coup... ma fille, fais ton mariage arrangé. Tu verras, t'as pas besoin d'être amoureuse. Mais il y a plein... Alors attends, il y a... J'attends justement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Dans les contes, c'est pareil, Blanche-Neige à 14 ans, Cendrillon et Aurore autour de 15 ans, 16 ans. Bah oui, il y a plein de trucs comme ça. Et du coup, le problème, c'est que c'est tellement devenu des symboles de... Je vais pas dire de pop culture, c'est même de la culture tout court, mais c'est totalement mal compris, en fait. Oui. C'est un peu... Oui. Heureusement, on n'a plus cette culture-là qu'il y avait à l'époque médiévale, Renaissance, tout ça, où on nous dit, au contraire, aujourd'hui, on nous dit que c'est bien de faire des mariages d'amour. Oui, bien sûr, mais tu prends un exemple très bête. En souvenir de ces... Bon, allez, je vais un peu pousser, mais c'est pour la démonstration. Mais honnêtement, en 30 ans, voire même depuis ma naissance, en fait, j'ai vu qu'un seul film qui dit, en gros, attention, là, t'excites pas, Poupoulette, le mec que tu viens de rencontrer, tu le connais à peine, te marie pas avec. Ouais. C'est la Reine des Neiges. Ouais. C'est le seul exemple que j'ai en tête. Alors après, si, il y a des variantes, parce que c'est aussi devenu une source de gag, où genre, deux personnages ont l'impression qu'ils vont finir ensemble, juste pour que le personnage mec se prenne un gros vent, parce que c'est drôle. Mais effectivement, on a une tendance... Elles sont plus âgées dans Frozen. Oui, après, elles ont pas non plus... Elsa et Anna, je crois qu'elles sont pas censées être adultes. Enfin, pas... Peut-être Elsa, elle doit être un peu plus vieille, mais il y a... Y a pas, je pense que les auteurs ont peut-être entre guillemets une bible de trucs pour savoir l'âge qu'elles sont censées avoir, mais oui. De toute façon, il y a plein de trucs comme ça. Il y a pas longtemps, genre discuté avec une amie de. On va prendre par exemple la Guerre des Étoiles. Mais quand tu regardes, je prends la Guerre des Étoiles parce que du coup c'est entre guillemets un phénomène de pop culture. Vous pouvez ne pas l'avoir vu, mais il y a, on va dire, plus de chances que vous l'ayez vu que vous l'ayez pas vu. Mais toutes les histoires d'amour dans les premières trilogies, donc les trilogies de George Lucas, les histoires d'amour, donc les films dans Star Wars, elles sont toxiques à mort. Han Solo, Princesse Leia, c'est une catastrophe. Anakin, Padmé, c'est du crime. C'est du crime. Et moi qui chante Anakin et Obi-Wan, c'est encore pire, mais bon, c'est pas grave. Bah oui, ouais, c'est chaud quand tu ships comme ça des faveurs figures. Des faveurs figures. Bon, après, il m'a fallu des années pour le comprendre, mais bon, c'est vrai que c'est chelou parce que, genre, Amidala dans l'épisode 1, elle a 16 ans, le gamin a 8 ans, mais. Elle a 14 ans, Amidala, dans le premier. Elle a 14 ans? Autant pour moi, Vraiment, l'actrice est vieille. Ouais. Bah oui, ouais. En plus, la pauvre Nathalie Portman, elle était vraiment. Ah oui, bah. En même temps, Nathalie Portman, niveau film où il y a des histoires d'amour chelou, elle a tourné dans Léon quand même. Hein. Ouais. Elle a pas de peau, hein. Elle a pas de peau. Avant que je comprenne ce que c'était Léon, parce que j'ai toujours pas vu Léon, mais bon, on me disait oui, faut que tu le regardes, c'est un super film. Il a fallu que ce soit un son TikTok qui me fasse me rendre compte qu'on parle d'une adolescente et d'un adulte. Même pas d'une adolescente, presque une enfant, et j'étais là. Bah, le truc, après, pour être honnête, le film, j'ai vu il y a des années, peut-être que j'avais pas le recul. Enfin, quand j'ai des années, j'étais vraiment gamin, j'avais peut-être pas le recul de voir les trucs. Je voyais pas l'histoire d'amour, en fait. Moi, je voyais Jean Reno avec des flingues qui butaient les hommes de Checky Cario, quoi. Donc, oui, non, mais ça c'est plus ça que ce que j'en ai vu. Parce que, comme je dis, moi, je l'ai vu sur. Enfin, j'ai vu un bout sur TikTok, genre vraiment. Une minute d'un film qui dure, quoi, 1h30, 2 heures. Oh, même 2h30, à mon avis. Hein. Ouais. Mais bon.
Après, on sait que Luc Besson, enfin, on sait que Luc Besson, c'est pas non plus niveau histoire d'amour un modèle. Chaton me dit, Elsa à 20 ans, c'est justement une volonté de sortir de ce cercle toxique des personnages féminins jeunes et faibles. Ouais, bah, effectivement. Après, même des séries plus récentes que pourtant j'adore. Après, on va peut-être de nouveau repartir sur le sujet, mais genre dans Buffy contre les vampires, Buffy Angel, bah, c'est une gamine de 15 ans avec un vampire qui a plusieurs centaines d'années quand même. C'est pas ouf comme. Alors après, oui, c'est montré justement, c'est voulu parce que c'est pour montrer entre guillemets le cliché de la première relation où tu fais pas attention et qui est totalement toxique. Mais bon, après c'est pareil. Avec les années, on a appris que Joss Whedon c'était pas forcément non plus la meilleure des personnes, donc ça joue quoi. Bref, tout ça pour vous dire que méfiez-vous, les histoires d'amour dans les œuvres grand public, bah c'est souvent caca en fait. Voilà. Si je voulais retenir une phrase de moi en 2023, c'est les histoires d'amour dans les œuvres grand public, c'est souvent caca. Du coup, tout ça pour revenir à toi quand même. Dans le domaine musical, alors je sais que c'est très cliché de dire ça, mais on a souvent tendance à dire que le domaine artistique en général, c'est un domaine qui est très cuir. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est plus un cliché selon ce que tu as vu? C'est vrai si tu fais de la musique actuelle, ce qui n'est pas le cas. Donc si tu fais du jazz, de la pop, du rock, là oui, il n'y a aucun problème. Ouais, même le jazz, hein, c'est plus trop... Ouais, jazz, je sais pas, c'est l'impression que ça donne. Oui, si tu fais de la musique baroque, donc, ou médiévale, là déjà, on est un peu moins coincé niveau... Niveau cliché peut-être? Ouais, niveau cliché. Enfin, il y a des personnes queer, il y a plus de personnes queer dans le milieu médiéval et baroque. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les grandes symphonies, comme a pu en écrire Beethoven, par exemple. Et là, pour le coup, les grands orchestres symphoniques, c'est encore malheureusement très, très classiste, très... Déjà, c'est encore très sexiste, quoi qu'on en... Alors, il y a juste un truc qui me fait marrer, c'est que c'est un truc qui est récurrent chez toutes les personnes qui sont entre guillemets un peu... qui connaissent ou qui s'intéressent, mais les personnes qui connaissent, vous remarquerez, elle dit jamais Beethoven. Elle dit Beethoven. c'est toujours comme ça. Oh oui, Beethoven, oui, 5e symphonie, je m'en rappelle. C'était un dimanche, Horatio. Du coup, voilà, c'est... On dit plutôt Beethoven que Beethoven. Mais en même temps, on a tendance aussi à ne pas l'aimer, Beethoven. Et moi, je n'aime pas Beethoven. Il a composé la lettre à Élise, il a gâché mon enfance. Alors, tu vois, alors c'est très bizarre. Je suis... je m'en veux pas, je vais continuer d'utiliser musique classique parce que c'est quelque chose qui me... Mais... malgré le fait que je reconnaisse que la musique classique, c'est un peu la base de quasiment tout niveau musique, la lettre à Élise, pour moi, c'est un des rares morceaux de musique classique encore aujourd'hui que je peux écouter sans m'ennuyer, en fait. Il y a ça et l'Aude à la joie. Et Carmina Burana. Le morceau que j'aime le moins. Tu viens vraiment de citer les 3 pièces que je ne peux plus entendre. J'en ai marre de ces œuvres. La lettre à Élise pour des raisons évidentes. Hein. Je m'appelle Élise, j'ai fait de la musique quand j'étais enfant. Bah forcément, il y avait forcément un prof ou un élève pour faire la blague et me jouer le début de la lettre à Élise. Ah, les profs, c'était les pires avec les vannes de daron. Bah oui, c'est ça. Après, moi, j'avais un peu plus de chance. Il se trouve que dans mon conservatoire, il y avait, parmi les grands élèves, quand moi j'étais toute petite, une autre personne qui s'appelait Élise, avec exactement le même nom de famille que moi, et qui jouait et qui joue encore aujourd'hui, du hautbois, comme moi. Du coup, finalement, on avait plus affaire à des quiproquos qu'à des blagues de daron autour de Beethoven. Alors fais attention, en ce moment je suis en train de lire du Edgar Allan Poe et si la personne jouait de la musique et qu'elle avait le même nom que toi, il y a de fortes chances que c'était toi mais que tu t'en rendais pas compte. Oh. J'ai vu ça dans Edgar Allan Poe dans Fight Club. Elle est prof à Colmar actuellement. Vous croyez que du coup ça veut dire que je suis titulaire à Colmar? Moi je veux bien. Disons que si t'habites près de Colmar, sans vouloir te doxer, bien évidemment, c'est bien. Par contre, si tu te rends compte que t'habites, je sais pas, moi, on va dire à Brest ou à Nice, et que t'es titulaire à Colmar, ça craint quand même un peu. Hein. Niveau transport, je crois qu'on part sur du 9 heures de route tous les matins. Ouais. C'est pas ouf. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'effectivement... En fait, c'est ça le truc, c'est que quand on pense musicien, généralement, on a toujours un peu le cliché du mec relou qui sort la guitare en
en soirée parce qu'il pense que ça va lui permettre de beaucoup draguer. Mais j'imagine que sortir le hautbois en soirée, non, c'est pas le genre de truc que tu ferais, quoi. Non. Non, 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 non. Parce qu'en plus, c'est long. Hein. Enfin, c'est pas que c'est long, mais c'est-à-dire que toi, tu prends ta guitare et tu fais gling et t'as des notes. Et puis en même temps, tu peux chanter, donc c'est stylé. Moi, il faut que je monte le hautbois parce qu'il est en 3 parties. Ensuite, je souffle dedans. Et je peux pas chanter en même temps, donc bah tant pis. Hein. Si je veux pécho, j'invite des gens à des concerts et après, je leur propose un verre. Mais oui. J'ai eu peur que tu dises, je les invite à un concert et après, je sors le hautbois. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Ouais. C'est vrai qu'effectivement, t'as des instruments comme ça. Alors, je sais plus. L'autre jour, j'avais regardé des one-man shows. Je crois que c'était celui de Dedo, où à un moment, il fait. Mais t'imagines, t'es musicien et l'instrument que tu joues, c'est le triangle. Genre, il fait. C'est quoi l'entretien d'embauche pour arriver dans un orchestre et jouer du triangle? C'est genre, t'arrives, le mec il fait bon, bah montrez-moi ce que vous allez faire. Tu sors ton triangle, tu fais ping, et le mec fait c'est bon, vous êtes engagé? Bah, bref. Il y a des instruments qui sont un peu moins. Et du coup. Ouais. Les percussionnistes qui t'écoutaient là, ils seraient en train de rager parce que visiblement faire du triangle c'est giga dur. Ah bah j'imagine, oui, mais bon, après c'est vrai qu'effectivement quand t'as juste le visuel. Oui, bah ouais. Oui, alors que j'imagine qu'effectivement. C'est un peu comme. Percussionniste, il faut qu'il fasse du triangle, mais en même temps, il faut qu'il aille au cymbale, puis après, il faut qu'il retourne au timbale, et puis il faut qu'il finisse avec le xylophone. Oui, c'est ce que dit Chaton sur le chat. Elle dit les joueurs de triangle sont des percussionnistes, tu fais jamais que du triangle. Bah oui, mais ça, après, je veux dire, quand t'es quelqu'un qui est pas. Qui connaît pas, t'es pas forcément. Tu le sais pas forcément. Il y a des trucs, tu vois de l'extérieur. C'est comme quand t'es gamin, t'as l'impression que l'harmonica, je pense que c'est un des rares instruments que tous les gamins ont joué, en tout cas les gamins qui étaient gamins dans la même zone que moi, c'est-à-dire dans les années 1500. Mais du coup, t'as l'impression que c'est super simple, mais en fait, tu te rends compte en vieillissant que de 1, que tu jouais super mal, et de 2, jouer de l'harmonica, à ma vie, c'est peut-être un des instruments qui doivent être les plus compliqués. Bah, en fait, comme pas mal d'instruments avant, en fait. Oui, j'avoue, l'harmonica, vu que t'es comme ça et que tu glisses, avoir un son bien net, je sais pas comment tu fais. Bah, c'est comme j'imagine que c'est comme le hautbois, donc que je dise pas de bêtises, si je visualise bien le hautbois très grand et qui ressemble à une flûte, grosso modo une grande flûte. Si je visualise. Ouais. Comme ça, et oui, comme une grande flûte avec. Mais alors, du coup, c'est pareil, j'imagine que t'as pas juste les notes sur le truc, t'as aussi peut-être la façon dont tu vas souffler selon. Non? Bah, alors, du coup, moi j'ai quand même mes clés qui servent aux notes. Donc il suffit que j'appuie dessus et puis je peux changer de note. Après, effectivement, plus je vais dans l'aigu, par exemple, et puis il va falloir que je change la place dans ma bouche. Comme quand tu chantes, en fait. Plus tu vas dans l'aigu et plus, je sais pas si t'as déjà fait du chant, mais on a dû te parler du voile du palais, ou alors la sensation quand tu bailles ou quand tu manges un truc beaucoup trop chaud. Oui, tu jauges à peu près au niveau de ta gorge, le niveau de là où tu vas chercher ta note, en gros. Après, c'est différent des cuivres, par exemple, qui eux, ils ont juste, en général, 3 boutons, enfin des pistons, on appelle ça, ou des palettes. Ils en ont que 3 à appuyer dessus, et ils vont tout faire à la forme de leurs lèvres. Voilà, et là je trouve que ça se rapproche déjà un peu plus de l'harmonica, mais l'harmonica, c'est vraiment, t'as des trous, chaque trou correspond à une note, si tu souffles, et si tu aspires, ça change une autre note, donc chaque trou, c'est 2 notes en fonction de comment tu joues. Pardon, excuse-moi, il y a juste Gennaro qui me dit je peux pas rester, mais bon live à vous, et hâte de voir le replay. Bah, passe une autre soirée, Gennaro. On parlait de toi tout à l'heure. Et enfin, on parlait de toi avant l'émission, si je dis pas de bêtises. Et oui, effectivement, les instruments, c'est un peu pour ça que j'ai du mal, parce que tout ce qui est une question de... En fait, le gros problème que j'ai, c'est que j'arrive pas à faire 2 choses différentes avec 2 parties de mon corps en même temps. Par exemple, la batterie, je peux pas parce que pour moi, j'arrive pas à faire ça avec une main, donc à taper un rythme régulier et puis taper un autre rythme avec la deuxième main. Ce qui fait que j'ai énormément de mal. C'est aussi un peu pour ça que j'ai beaucoup de mal avec la guitare et que je suis capable de jouer peut-être 1,5 morceaux à une vitesse très lente. Mais c'est vrai qu'effectivement, du coup, les instruments avant, ça a toujours été un peu ma hantise. Bon, déjà parce qu'on avait des profs de musique à l'époque, je sais pas si c'est toujours pareil pour les
Je sais pas si c'est toujours pareil pour les élèves, mais à l'époque, nos profs de musique, ils insistaient à nous faire jouer de la flûte, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la moyenne de la classe, c'était du 5 sur 20. Et encore, ça, c'était la moyenne haute. Ah oui, non, mais c'était une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai jamais compris non plus. Je crois que j'avais 2 sur 20 de moyenne en musique. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça a l'air super compliqué. Est-ce que... Alors, tu fais de la musique depuis combien d'années, du coup? Alors, du coup... Attends, parce qu'il faut que je compte, en fait. Je vais compter juste les années de hautbois. J'ai commencé en CE2. CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale, L1, L2, L1, Bah, L1, L2, DNSPM1, DNSPM2. Ça fait... attends. Bah après, excuse-moi. Ça fait 16 ans que je fais du hautbois, tout va bien. C'est pas tant, en fait, c'est pas tant ça, mais c'est, à mon avis, c'est le genre d'instrument. Alors, je me trompe peut-être que tu vas me dire le contraire, mais j'ai l'impression que c'est les instruments, si t'as pas commencé vraiment quand t'étais tout jeune, et si t'avais pas passé toutes ces années, justement, à choper des automatismes et à choper des techniques, je pense que maintenant, t'as quelqu'un qui commence ne serait-ce qu'à 20 ans, il peut pas apprendre le hautbois, enfin, je vois pas comment ça serait possible. Enfin, pour la plus grande majorité. Ça vaut en fait pour un peu tous les instruments, mais pour avoir donné des cours à des adultes, quand je dis des adultes à des retraités, et ben, il y a quand même des choses qui sont plus simples que quand t'es enfant. Voilà, c'est exactement comme dit Chaton, c'est possible, mais ça reste quand même un peu plus difficile, parce que c'est vrai que l'enfant, je lui demande de souffler dans l'instrument, il souffle et il se pose pas de questions. Les adultes, ils me disent, mais comment tu souffles? Comment ça, comment je souffle? Je souffle, point. Le but, c'est que ça marche pas. Après, on va venir dans des considérations de bien placer sa respiration, tout ça, mais dans un premier abord, face à un adulte débutant, faut que ça marche. Mais les adultes ont tendance à me poser des questions pour savoir comment ça marche. Là où l'enfant, il souffle. C'est pas beau, parce que, on va pas se mentir, le son d'un débutant, ça n'est jamais beau. Mais il se pose pas de questions, et du coup, après, je lui dis, tu mets tes doigts comme ça fait un sol, tu mets tes doigts comme ça fait un la, tu mets tes doigts comme ça fait un do, etc. Après, les adultes, en général, ça va plus vite de leur apprendre la lecture de notes, par exemple. Ou les termes un peu plus théoriques. La théorie, en plus, c'est rare qu'un adulte vienne faire du hautbois. Pardon, désolé, Na. Pardon. Ouais, j'attendais que tu finisses, mais oui, en fait, c'est Chaton parce que c'est ma chère et tendre, mais sinon, c'est Na. Pardon. Mais bref, l'adulte, en général, il dit « Oh, j'aimerais bien faire du hautbois. J'ai fait de la flûte quand j'étais au collège et appris le solfège. » Du coup, tout ce qui va être lecture de notes et rythme, je vais pas avoir à l'apprendre à l'adulte. Il connaît. Oui, voilà, mais genre l'adulte a quand même des bases, en fait. C'est ça, l'adulte va avoir plus de bases que l'enfant ou une plus grande capacité d'adaptation aussi. Oui. L'enfant, je vais rester plus longtemps sur un morceau. Parce que c'est justement, là, en ce moment, comme je disais il y a quelques minutes, j'essaye d'apprendre le piano. Alors, en fait, pour la petite histoire, j'ai donc un casque de réalité virtuelle, et ils ont sorti une application où, en fait, tu mets ton casque et tu vois... Alors, soit tu peux le faire sur un simple bureau où t'as pas les notes, mais tu peux aussi te mettre sur un vrai piano, et en gros, ils t'apprennent en te montrant t'as les notes qui descendent et tu dois appuyer dessus. Et même ça, je me suis rendu compte, mais c'est quand même super compliqué. Alors, j'ai une très mauvaise coordination, encore une fois, comme je le disais, mais j'ai vraiment du mal à visualiser comment quelqu'un peut être capable de faire un rythme avec la main droite, par exemple, et de faire totalement autre chose avec la main gauche, en fait. Ça, c'est très compliqué. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai jamais été très, très, très bonne en piano. J'avoue que décoordonner les mains, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. En hautbois, c'est facile parce que j'ai la main droite qui tient l'instrument, j'ai la main gauche au-dessus, et je ne peux pas faire de notes si je n'actionne que la main droite. J'ai besoin de la main gauche pour que J'ai besoin de la main gauche pour faire les notes de la main droite. Donc, finalement... Oui, tes deux mains, en fait, sont plus un tout que deux trucs distincts, en fait. C'est ça. Faut que je coordonne mes doigts entre eux, effectivement. Certaines coordinations à travailler, mais c'est mes deux mains ensemble et j'ai pas deux mains séparées comme au piano. Je suis toujours super impressionné. Bon, après, c'est souvent plus des trucs, on va dire des attractions qu'autre chose, mais quand tu vois certains musiciens, genre, qui jouent avec plusieurs instruments en même temps, ou t'as certains guitaristes qui ont des... Alors, j'ai plus le truc en tête, mais je crois genre c'est des guitares à deux manches, en fait.
Ouais. Et ça m'impressionne toujours parce qu'en fait, pour moi, ouais, j'arrive vraiment pas à avoir cette image d'avoir demain, quoi. C'est vraiment. Enfin, d'avoir demain, c'est très bizarre, mais j'ai vraiment ce. Pour moi, tout est lié, en fait. J'ai pas. Chaque partie de mon corps n'est pas indépendante. Et c'est quelque chose, c'est une raison pour laquelle j'ai vraiment un super respect pour les musiciens, à part certains, on va pas se mentir, parce que justement, ça me paraît, pour moi, c'est de la science-fiction en fait, de ne savoir ne jouer que le morceau le plus basique. Et je suis là en mode, putain, mais j'adorerais faire ça, quoi. Genre quand dans les gares, je vois des gens qui jouent au piano, qui jouent pas forcément super bien, hein, mais qui jouent un minimum bien. Je fais, putain, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire pareil, quoi. Oui, bah oui, je comprends complètement. Donc du coup après j'en ai marre, je leur casse la figure, je leur pique leur sac, enfin bon comme tout le monde quoi, on va pas... Bah oui, bien sûr. Moi je fais partie Oui. de ces aigris hein, quand il y a des gens qui jouent du piano dans la gare. C'est-à-dire que si c'est pas à un niveau qui me plaît, en général je suis là à râler. Voilà, c'est pas bien, ne faites pas ça les enfants, encouragez les musiciens dans la gare. Bah, le truc en fait, je me rends compte, autant la guitare c'est devenu vraiment un peu le truc, il y a vraiment ce cliché de la personne relou en soirée qui ramène sa guitare pour faire... Ah, je suis trop un artiste. Vous savez quoi, les filles? Donnez-moi un morceau, je vais le jouer. Et puis bon, les trois quarts du temps, finalement, ils jouent Wonderwall, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'effectivement, le piano, il y a encore un côté plus classe, parce que généralement, le piano, bah, je pense que ça vient peut-être justement du fait que c'est beaucoup utilisé au niveau de la musique classique, mais t'as vraiment ce côté d'un instrument noble, en fait. Oui, après... Comme le hautbois, justement, comme le hautbois, j'aurais tendance à dire comme l'orgue, peut-être le violon aussi, enfin vraiment... Oui, après, on va pas se mentir, les pianistes qui jouent dans les gares, ils ont tendance à nous ressortir la valse d'Amélie Poulain en boucle. Oui, bien sûr, mais bon, après... Non, la dernière fois, j'étais content, ça a changé, mais bon, c'était le genre de morceau que tu pouvais jouer qu'avec une seule doigt, c'était la note de fond du morceau Still Dre. C'est super simple, tu peux le faire avec un seul doigt, et puis ça m'avait fait marrer, parce que du coup, le mec, il a fait ça pendant 10 minutes. Mais ouais, effectivement... Après, oui, j'imagine que dans tous les instruments, t'as un morceau que tu connais... À la guitare, c'est comme As You Are, au piano, c'est la valse d'Amélie Poulain, enfin... Alors tiens, est-ce qu'il y a un morceau au bois qui est entre guillemets le morceau de base Alors, ça dépend. Moi, je t'en citerai deux d'emblée. Quand je suis avec des enfants et que je dois leur parler du hautbois, je leur cite Pierre et le Loup. Ah oui, exact, oui. Mais sinon, je pense le plus connu, ça va être le Lac des Cygnes. Oui, exact, ouais. Ça fait bizarre. J'avais un ami, enfin qui est toujours un ami d'ailleurs, mais que j'ai pas eu depuis des années parce qu'il a déménagé, qui justement était très fan de musique classique. Et là, à t'entendre, en fait, ça me rappelle des exposés qu'il a pu faire en classe et tout. Ça fait très. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un espèce de. Alors, je sais pas quel terme utiliser parce que conditionnement, ça me paraîtrait trop négatif. Mais justement, j'ai l'impression qu'il y a une façon de parler de la musique classique qui est un peu la même chez toutes les personnes qui s'y connaissent, en fait. Et je dis pas ça de façon négative, hein, c'est vraiment super intéressant et très didactique. Bah, c'est peut-être justement du coup parce que t'as donné des cours à des adultes ou à des enfants, mais il y a un cheminement de pensée, une façon de présenter les idées qui est assez commune et que je trouve assez intéressante pour le coup. Pour le coup, moi j'adore parler de musique classique et j'ai quand même pas mal d'amis qui n'y connaissent rien, donc... Là, je parlais de mon meilleur ami d'enfance, je lui ai dit « Ah tiens, je suis en musicologie... J'apprends à faire des marches de septième, et puis il était là, des marches de septième, et là je suis persuadée que je t'ai parlé de marche de septième, c'est bon, je t'ai perdu aussi. Moi je connais la marche de l'empereur. Oui, voilà, voilà. Une marche de septième, c'est... Très Star Wars ce soir quand même. Hein. C'est comme une fonction du second degré, mais pour la construction musicale. Voilà, on va dire que c'est tout pareil. Ok, bah justement, c'est là où j'y pensais tout à l'heure, mais c'est super intéressant, mais... Alors, par exemple, je mate pas mal de One Man Show en ce moment. Il y a quelques temps, je m'étais refait le spectacle d'Alexandre Astier, Que ma joie demeure. Oui, il est incroyable. Voilà, il est incroyable. Par contre, pour avoir vu des extraits à l'époque avec une personne dont je veux plus du tout me souvenir et que ça m'embête rien de me souvenir d'elle maintenant, quand tu t'y connais pas du tout, c'est quand même... C'est très obscur comme van. Et Alexandre Astier, j'aime beaucoup les trucs qu'il a fait. Par contre, il a toujours ce côté un peu élitiste dans ses œuvres. Et qui peut justement, Que ma joie demeure est super bien fait, super bien écrit et tout, mais si tu connais pas du tout, non seulement tu peux être un peu paumé, mais en plus, bah limite, pendant le spectacle, il se moque de tout en fait. Tu vois le... Ouais. Mais, alors du coup, je sais pas lui si...
On est d'accord que ma joie demeure, c'est quand il joue Jean-Sébastien Bach et qu'il fait C'est ça. des cours de composition et que du coup, il se fout de la gueule de ses élèves. Non, parce que sinon, C'est ça. il a fait un autre sketch. J'ai oublié comment. C'est l'exoconférence. Les deux spectacles qui sont sortis, t'avais Que ma joie demeure et l'exoconférence. Et l'exoconférence, c'est pareil. C'est plus facile d'accès, mais c'est pareil en fait. Même quand je l'entends parler en interview, il a vraiment ce côté un peu un peu hautain, enfin tu vois, un peu élitiste, et du coup j'ai un peu de mal avec lui. Même si je me marre beaucoup sur ses vannes, parce que bon, c'est quand même bien écrit, et puis bon, comme 99% des personnes sans personnalité, Kaamelott, ça fait partie de mes repères culturels, mais effectivement, il y a ce côté un peu élitiste, et ce côté un peu difficile d'accès quand t'es néophyte. C'est vrai, je peux comprendre, ouais. C'est vrai que moi, ça me fait beaucoup rire, parce que... Ah ouais, si j'avais bac en prof, c'est exactement ce à quoi je m'attendrais. Je m'attendrais à me faire défoncer par de la composition, mais... Non mais c'est vrai qu'effectivement, et c'est du coup pour revenir à ce que je disais, c'est que oui, t'as ce côté... alors, l'ami en question duquel je parlais était pas comme ça, mais c'est vrai que... Et c'est pas un pic ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'effectivement j'ai l'impression que quand t'arrives à ce degré de connaissances et de capacité, sans t'en rendre compte, tu développes peut-être un côté un peu élitiste. Alors après, c'est pas très voyant avec toi, ça va, mais c'est un truc comme ça qui m'est venu avec la discussion qui m'est revenu en tête, quoi. Après, ce qui est vrai, c'est que dans le milieu classique, on est assez élitiste. C'était le mot que je cherchais. D'ailleurs, tout à l'heure, quand tu me parlais des milieux queer ça, c'est qu'il y a encore pas mal d'élitisme, où on se sent obligé de faire une licence d'instrument dans un conservatoire supérieur, puis un master à l'étranger, parce qu'en France, il n'y a que 2 conservatoires où il y a la possibilité de faire des masters, et évidemment, il n'y a pas de place pour tout le monde. On se sent obligé de passer un certificat d'aptitude, qui est l'équivalent de l'AGREG, mais pour enseigner dans le conservatoire. Et puis finalement, quand on rencontre un professeur en conservatoire, mais qui n'a pas fait tout ça, qui n'a même pas de licence, il a juste son petit diplôme de CRR, de conservatoire à rayonnement régional. Le petit diplôme, quand même. Bah, ouais, oui, voilà, tu vois, je viens de dire petit diplôme, c'est un peu démonstratif de ce que je suis en train d'expliquer. Bah, on a tendance à se dire, oh là là, moi j'ai ma licence de conservatoire supérieur, donc j'ai un meilleur niveau. Non, déjà parce qu'on n'évalue pas un niveau de professeur comme ça. Et il y a des très bons pédagogues qui sont d'exécrables musiciens, et il y a d'excellents musiciens qui sont d'exécrables pédagogues. Voilà. Et c'est vrai que nous, avec nos études supérieures, on finit par plus se sentir pissé, j'ai envie de dire. Pour avoir rencontré un oboïste qui a gagné des concours et tout, qui joue très très bien. Lui, vraiment, il m'a regardé comme si j'étais la dernière des merdes. Et j'ai jamais compris pourquoi, parce que visiblement, moi, j'avais pas gagné de concours. Moi, j'avais juste suivi mon petit bonhomme de chemin, et puis voilà. Bon, ça lui allait pas. Ouais, non, effectivement, t'as... Après, je sors souvent le même exemple quand... alors déjà, hello à toi, James. Ensuite, oui, je sors souvent le même exemple, mais il y a quelque chose que je comprends pas, parce qu'au final, effectivement, t'as ce côté musique classique, entre guillemets, ce qu'on appelle la musique noble, qui est un peu un abus de langage, mais quand tu regardes, entre guillemets, des morceaux que je considère comme étant les plus grands morceaux de tous les temps au niveau de musique plus moderne, We Will Rock You à la batterie, c'est pas vraiment non plus une démonstration technique. Comme As You Are de Nirvana, c'est un morceau qui a cartonné, mais comme dit, même moi qui ai 2 mains gauches, je suis relativement capable de le jouer. Tu vois, il y a vraiment un truc où j'ai l'impression que dès que tu rentres dans la musique classique, t'as plus cette facilité d'oublier que finalement un morceau qui est bien, c'est pas forcément un morceau qui est technique en fait. Oui. Et puis même à contrario, on finit vite aussi par oublier que c'est pas parce qu'un morceau a l'air facile sur le papier, genre avec des rythmes lents, voilà, je sais pas, avec de grandes virtuosités tactiles, que ça veut dire qu'il est vraiment facile. Oui, bien sûr, mais bon, après, je t'ai pris les exemples pour lesquels que je connais vraiment, parce que c'est des choses que j'ai été relativement capable de faire. Bon, après, We Will Rock You, techniquement, il n'y a pas de batterie dans le morceau. Dans le morceau de base, il n'y a pas de batterie, c'est vraiment que les percussions, les mains et les pieds. Mais je sais que par exemple, à la guitare, à un moment, j'étais capable de jouer comme As You Are, plus ou moins bien. J'avais commencé à réussir à jouer Where Is My Mind des Pixies. Et encore une fois, c'est pas des trucs super compliqués. Et pourtant, je pense que, à part vraiment les amateurs de musique classique ou musique savante, t'as dit ?
Oui. ou de musique savante, je pense que les 3/4 des personnes du grand public vont préférer entendre Where is my mind que la 50e, 3e symphonie de Biduchos, tu vois. Ouais, c'est d'ailleurs... Enfin, moi, en tant que professeur, tu vois, j'enseigne à des petits de 7 ans qui n'ont jamais fait de musique, qui ne sont même pas dans un milieu de musique classique. Et T'imagines, tu prends le temps d'apprendre à quelqu'un comme ça, et puis après il s'avère que le mec c'est Jules. Ah, ça doit être dur. mais tout à l'heure, non, c'était pas tout à l'heure, c'était mardi en cours, il y en a un qui m'a demandé, oh, est-ce que c'est possible de jouer du Diams? Je crois que c'était du Diams. Et moi, j'étais là, bah non, parce qu'on va faire du Henri Purcell, puis on a un chant traditionnel espagnol, et puis on a une berceuse cosaque à travailler. Du coup, on va faire du rythme, on va faire du chant, et puis on a fait un jeu de rythme, et puis ça s'est très bien fini. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est peut-être ça l'image qu'ils ont de la bonne musique. Et du coup, bah, ce serait bien aussi de leur faire écouter des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter. Et comme nous, en musique classique, alors je fais partie des premières qui ont râlé quand on nous a fait écouter mince. Le groupe avec qui a comme symbole un prisme. Pink Floyd. Ouais, les Pink Floyd. Voilà, j'étais la première à râler en cours de musique actuelle. J'étais là, oh, mais j'aime pas. C'est pas que j'aime pas, c'est que je connais pas, en fait. Ah, ça te parle pas? C'est ça. Et du coup, bah oui, nous faire écouter du Pink Floyd à nous, classiqueux, bah, c'est une bonne chose, comme faire écouter du Henri Purcell, compositeur anglais du début du 18e siècle. Bah oui, c'est aussi important. Voilà. Bah, ah oui, après, c'est une question de point de vue, mais bon, je sais que par exemple, bah, je prends le cas de mes neveux et nièces qui sont entre, alors que je dise pas l'utilise, entre 8 ans et 14 ans. Mais par exemple, je sais que le plus jeune, la dernière fois, j'étais chez ma mère et le plus jeune écoutait du... Déjà, il a écouté du Magic System, donc j'avais envie de le jeter par la fenêtre. Mais c'est vrai qu'effectivement, après, quand tu essayes de leur faire écouter d'autres trucs, un exemple très bête, il y a une année, je crois que c'était pour un Noël, il y a peut-être 2-3 ans, peu importe, et en musique de fond, j'avais mis la comédie musicale Hamilton. Ouais. Qui est très cool, hein, mais ça leur parlait pas du tout, en fait, ils aimaient pas du tout. Pourquoi ? Parce que justement, c'est quelque chose qu'ils avaient pas... ça faisait pas partie de leur... On va dire de leur paysage audio, en fait. Ouais, et pourtant, ouais, je sais pas. Moi, je fais partie de ces personnes qui n'aiment pas les comédies musicales parce que l'image première de la comédie musicale que j'ai pu avoir, ça va être le roi Arthur, ça va être les amants de la Bastille. Et on va pas se mentir, j'aime pas du tout. Ouais, c'est vrai que t'es plus jeune que moi. Et j'ai écouté Hamilton et ouais, si, c'est bien. Objectivement. Et d'ailleurs, j'ai peut-être un peu trop saoulé mes potes avec ça parce qu'il y a une année, je n'ai écouté que ça sur Spotify. Voilà. Peut-être un petit problème. Mais bon, passons. Mais ouais, ça fait pas partie de mon paysage audio et pourtant... Oui, après, oui, tes neveux et nièces, quand même relativement jeunes. Oui, et puis il faut dire, après, c'est pareil, leur père écoute... Alors, c'est assez marrant parce que du coup, c'est leur père qui a fait qu'aujourd'hui, j'écoute ce que j'écoute, c'est-à-dire beaucoup de rock et beaucoup de trucs genre Green Day, Nirvana, c'est lui qui m'a fait écouter ça, mais bon, en vieillissant, il est parti sur des trucs plus... Il aime beaucoup Francis Cabrel, par exemple. Alors, je le vanne souvent avec ça, mais c'est vrai qu'objectivement, Francis Cabrel, je trouve que c'est un des meilleurs chanteurs français. Enfin, objectivement, non, c'est pas objectif, puisque on parle d'art. Mais c'est vrai qu'effectivement, du coup, les trucs un peu plus modernes, ou un peu plus dans ce que moi j'écoute, c'est sûr que ça va pas être leur cam, quoi. Par contre, pour juste reparler de mon pote, parce qu'en même temps, je me rends compte que c'est un très bon ami, et ce mec me manque aujourd'hui. Il est pas mort, hein, il est juste à l'autre bout de la France. Mais par exemple, c'est moi qui lui ai fait découvrir le rock, et le mec, maintenant, au jour d'aujourd'hui, il a une collection de disques de rock, mais je l'envie, en fait. Le mec, je vais pas dire je lui ai fait découvrir Queen, mais c'est en partie grâce à moi qu'il a commencé à écouter Queen. Mais maintenant, tu vas dans sa collection, il te sort des pressages chinois qui sont sortis, qu'il y a 3 exemplaires, mais tu pleures, quoi. Donc voilà, d'ailleurs. Boot, si tu m'écoutes, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. On pense à toi, là où t'es. Ce qui est juste en Suisse, a priori, donc c'est pas trop loin non plus, mais oui, voilà, non, mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai l'impression que t'as... Alors, après, j'ai l'impression, je sais pas si tu seras d'accord, mais j'ai l'impression que t'auras plus de facilité à faire découvrir des musiques, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, parce que forcément, c'est relatif, mais t'auras plus de facilité à faire découvrir des musiques plus modernes
à des personnes qui ont justement des bases classiques que l'inverse, en fait. Moi, j'aurais plutôt dit l'inverse. Tu penses? Ouais. Après, ça dépend aussi de quel genre de personnes qui écoutent du classique tu parles. Mais je sais que mes parents, la musique actuelle, non, ils aiment pas du tout. Et c'est un peu triste de voir leur réaction quand ils en écoutent. Et pareil d'ailleurs, l'autre jour, mon frère me disait que lui, il était passé à côté d'une salle de classe qui travaillait justement une comédie musicale et l'a qualifiée de musique inutile. Et j'étais là, mais il chantait quoi? Et puis il m'a dit, oh, je crois que c'était le Magicien d'Oz. Le Magicien d'Oz, non, la musique elle est très bien, on parle de Broadway quand même. Non, mais moi, c'est le principe de musique inutile qui me. C'est aussi ça, quoi. Je suis le premier, alors je vais pas mentir, je suis le premier à vanner certains chanteurs. Forcément, Jules, c'est facile de tomber sur lui parce qu'il donne l'impression d'avoir l'intelligence d'un bulot en fin de vie. Mais je sais que quand j'étais gamin, et il m'a fallu des années pour me rendre compte que j'étais pas le plus malin, j'étais le premier à vanner Britney Spears, je pouvais pas saquer Lady Gaga, enfin, il y avait plein d'artistes comme ça. Et il m'a vraiment fallu quasiment 30 ans pour me dire, mais attends, en fait, c'est idiot ce que tu fais, parce que toi, la musique qui te permet, entre guillemets, de respirer, qui te fait vivre, bah, pour d'autres personnes, cette musique en question, c'est Britney Spears, c'est Lady Gaga, et donc c'est un peu idiot ce que tu fais. Après, je me suis dit, bon, je suis pas obligé d'aimer écouter, par exemple, genre si Britney Spears va sortir un album, je vais pas l'écouter, mais je vais plus le basculer. Et même maintenant, il y a des morceaux de Britney Spears que j'adore. Mais effectivement, c'est vrai que j'ai l'impression que... Enfin, excuse-moi, le terme de musique inutile, moi, ça vient me faire un AVC, quoi. Ouais, j'aime beaucoup mon frère, hein, mais là, c'est purement ce que je disais, par exemple, l'éducation élitiste et classiste qu'on a, justement, dans notre milieu classique. Alors que, par exemple, j'aime pas cette œuvre, hein, mais je peux comprendre qu'elle plaise. Je fais écouter le tout début du Carmina Burana à quelqu'un qui n'écoute pas de musique classique. Je comprends qu'ils viennent me dire, qu'ils me disent « Waouh, c'est trop bien !» Donc on parle de on parle du truc qui se fait souvent dans les bandes annonces de films, qui est super épique. Si je dis pas de bêtises, en vrai, c'est des insultes en allemand, si je dis pas de conneries. Genre un truc du style, non? Non, pas du tout. C'est un conte... Le tout premier chœur fait Mors Salutis, donc on parle de gens qui meurent, puis après t'as des... D'accord, je confonds avec sur ma autre chose. Ouais, il y en a un, je crois que je vois lequel tu veux parler, mais ou alors je prends très très connu, t'as les 4 saisons, évidemment, de Vivaldi. Oh, j'aime pas les pizzas. Pardon. J'avoue. Mais j'aime vraiment pas les pizzas, donc je vais le dire. D'accord. Je pense pas que Vivaldi mangeait des pizzas, honnêtement. Bah qu'est-ce que t'en sais d'abord? T'étais là? Bah c'était un prêtre. Si ça se trouve, le mec, un jour, il était posé un dimanche, il savait pas quoi regarder à la télé, il s'est dit oh, je vais manger une pizza, et puis en mangeant la pizza, il a eu l'idée de faire les 4 saisons. Ouais. Non. C'est tellement le genre de vanne, tu les fais. Je suis sûr que tu fais ce genre de vanne à quelqu'un. Bon, t'as l'air d'avoir un peu plus l'esprit ouvert, mais genre une personne comme ton frère, mais il doit tellement péter un câble à l'intérieur. Bah, Vivaldi, ça va parce qu'il aime pas ce compositeur, mais. Mais non, par contre, moi, la vanne que j'aimerais réussir. Pas que j'aimerais réussir à faire parce que ce serait un petit peu dangereux, je pense. Mais ce serait de me pointer dans je sais pas, un rassemblement de musiciens et de crier bien haut, bien fort, j'aime pas Beethoven, ou alors je n'aime pas Debussy, et voir qui commence à m'attaquer en premier. Parce que Debussy, c'est visiblement un compositeur intouchable. Alors j'adore beaucoup ce qu'il fait, donc ça, y a pas de souci. Mais il y a des gens qui, je sais pas, qui overhype beaucoup trop Beethoven, et je comprends pas pourquoi, mais bon. Heureusement. Après, j'ai envie de dire, c'est un très bon chien d'ailleurs, hein. Mais j'ai envie de dire, après, je pense que justement, quand tu arrives dans un domaine comme la musique, peu importe qu'on parle de musique classique, de musique contemporaine, d'expérimentale, mais au final, c'est juste une question de ce que ça te parle ou pas, en fait. Oui, complètement. Est-ce que bon... De musique contemporaine,
il y a des choses en musique contemporaine, je comprends pas du tout, je comprends pas ce que font les gens. Pourquoi est-ce que le violoniste joue avec son violon à l'envers, et puis finalement il gratte son archet, et puis il finit par souffler dans son instrument? Pourquoi? Oui, comme dit, je pense que c'est la même question que comme je disais, quand tu vois certains qui doivent vraiment s'y connaître, qui voient des guitaristes jouer avec des guitares à... C'est même pas à 2 manches, je crois que j'ai même jusqu'à 4 manches, il me semble que c'était Joe Perry que j'avais vu avec une guitare à 4 manches, mais au bout d'un moment c'est juste pour le spectacle, quoi. Je pense pas que réellement c'est une vraie incidence, quoi. Ouais, je t'avoue, ça, je sais pas du tout. J'ai juste une dernière question avant de passer, on va dire, à la conclusion, à la dernière question de l'émission. Mais tu penses quoi, justement, par exemple, d'un film comme Fantasia, tiens? Parce que je sais que, justement, à un moment, je voulais essayer un peu de donner des débuts de base à mes neveux-nièces, des débuts de base que, honnêtement, je n'ai peut-être pas forcément aimé, mais justement, pour ça, je leur ai montré Fantasia 2000, qui est une version un peu plus longue de Fantasia, quoi. Oui, bah moi, j'ai grandi avant que Fantasia 2000, et... J'ai cru que j'ai grandi avant Fantasia, je suis... Ah, punaise, quand même 22 siècles, là, c'est pas 22 ans. Pour ceux qui se posent la question, Fantasia, le premier de 1940, quand même. Et ouais, non, Fantasia 2000... Bah attends, excuse-moi, je te coupe, mais alors non, du coup, c'est pareil, t'es né après Fantasia 2000. Tu es né T'as dit j'ai grandi... Oui, mais t'as dit j'ai grandi avant Fantasia 2000. Non, avec. Ah, pardon, tant pour moi, excuse-moi, j'ai mal... Fantasia 2000. Ça faisait partie de ces Disney que je regardais un peu régulièrement, et sans comprendre les musiques que j'entendais, mais au moins je les entendais, et ce qui fait qu'après, quand je les ai vus plus tard, je me suis dit « Ah tiens, mais je connais ». Ça, c'est quand Mickey il met son chapeau de sorcier. Bah oui, ça s'appelle l'apprenti sorcier en plus. L'œuvre en elle-même s'appelle l'apprenti sorcier. Donc. C'est marrant que tu dises ça parce que je pense que toutes les personnes qui se souviennent de ce film se souviennent justement de ce passage avec Mickey et les balais, oui. Alors que c'est un morceau du film et ça doit être quoi? Ça doit être 5 minutes sur 1h30, quoi. C'est un morceau du film, alors qu'à un moment, moi, celui qui nous faisait mourir de rire avec mes frères, c'était le Flamant Rose. Ouais. Voilà, parce que c'est drôle, et en plus, ça va parfaitement à la musique. Et oui, ça te permet d'entendre de la musique classique, accompagnée avec des images. Ça, c'est pour moi quelque chose de super important. Un exercice qu'il faudrait faire, je pense, aux enfants à l'école, si on veut vraiment leur apprendre un peu la musique classique, c'est leur faire écouter les 4 saisons et la faire dessiner en même temps. Ouais. Il me semble que je l'avais fait. Mais ouais, non, mais je sais qu'effectivement, mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, alors je sais plus dans... Alors je vais juste lire les commentaires de Chaton, parce que depuis tout à l'heure j'ai un peu oublié. Chaton disant c'est plus une question d'éducation, si tes parents t'apprennent à être ouvert musicalement ou pas. Dans mon cas, oui, c'est vrai, puisque du coup mon père était très Johnny et rock un peu plus moderne, ma mère plus variété, mon frère m'a fait découvrir d'autres trucs. Ensuite, mon premier coup de cœur, c'était le jazz, c'était la musique des années 40-50. Il y a des très bons trucs. C'est pas le genre de groupe c'est pas le genre de musique où je suis capable de citer des personnes, mais effectivement, il y a aussi des trucs que j'écoutais qui étaient pas mal. Moi, c'est un peu plus le blues, pour le coup, pour les musiques un peu plus anciennes. Et elle nous dit, je suis de la génération Pierre et le Loup, et j'espère que les enfants travaillent encore dessus. Ah bah j'espère aussi, parce que, moi, c'est comme ça que j'ai découvert le hautbois. Je pense qu'il y a très très peu de hautboyistes. Ils vont te dire qu'ils sont comme ça, alors que on a tous... Justement, ce que tu disais sur le fait d'avoir des images, ça me fait penser. Alors, je sais plus dans quelle, je sais plus dans quelle série ou quel film c'était, mais je me rappelle d'une scène où un personnage, justement, il y a quelqu'un qui lui apprend à connaître la musique classique, et il reconnaît un morceau parce que justement, il l'avait entendu dans un cartoon de Bugs Bunny. Et c'est ça en fait. Genre Carmina Burana, on est beaucoup à la connaître. Pourquoi? Parce que ça a été utilisé un moment à mort dans les bandes annonces de films, en mode épique. Ode à la joie, c'est un morceau que j'adore particulièrement parce que c'est un morceau aussi qui est dans la BO du film Die Hard. Enfin, il y a vraiment, je pense que... l'hymne européen. Oui, aussi, oui, mais pour moi, tu vois, ça reste la musique de Die Hard. C'est bête, hein, parce qu'effectivement, c'est l'hymne européen depuis bien avant Die Hard, mais ça me rappelle une anecdote. Il y avait un morceau que j'adorais qui était Come Jane the Murder, qui est un morceau qui est dans la série Sons of Anarchy, et il y avait quelqu'un qui avait posté le morceau sur YouTube, et puis j'ai fait « Ah ouais, j'ai adoré le machin Sons of Anarchy », et le mec il m'a répondu en mode « Oh là là, c'est quoi ces personnes qui connaissent pas la musique, mais qui connaissent que par rapport aux séries ?» J'avais juste envie de lui répondre « C'est-à-dire que le morceau a été composé exactement pour la série, espèce de blaireau, mais bon... » Mais enfin bref, tout ça pour dire qu'effectivement, je pense que c'est comme ça maintenant que beaucoup de personnes qui sont pas forcément à la base fans de musique classique ont découvert ce style de musique. Hein, Oui. Donc ouais, c'est cool. Est-ce que...
Moi, je dirais aussi avec les musiques de films, il y a des compositeurs absolument Oui, incroyables. Je pense à John Williams, voilà. bah justement, c'est un peu John Williams qui m'a poussé, on va dire, vers des musiques plus, je dirais bien orchestrales, mais c'est pas vraiment le terme, mais en fait, qui m'a justement ouvert, entre guillemets, culturellement, un pan de musique qui est pas forcément ce que j'écoute en plus, quoi. Il y a eu John Williams, il y a eu Hans Zimmer, même si c'est beaucoup moins mélodique pour le coup. Il y a C'est eu... compliqué aussi parce que c'est devenu plus un nom d'entreprise qu'un nom de compositeur. Bah oui, effectivement, oui. Mais t'as quoi? Tant quoi faire, on va en citer quelques-uns. Joe Hisaishi pour les musiques des dessins animés Ghibli. Ouais, il y a... Alors, je suis moins compositeur japonais, mais sinon, il y a aussi Marco Baltroni. Oui. Il y a Bir McCreary que j'aime beaucoup parce qu'il fait pas que de l'orchestral, il fait aussi du morceau plus... on va dire, qui ferait plus moderne, on va dire, même si c'est avec des grosses guillemets. Par exemple, c'est lui qui a fait la BO de Battlestar Galactica, il a fait la BO de la série Outlander, enfin bref. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a pas mal de compositeurs que j'aime beaucoup. Il y en a juste un autre que je voulais citer, mais ça m'échappe. Michael Giacchino. Voilà. Et oui, non, effectivement, justement, moi, personnellement, c'est une des portes qui m'a... J'ai écouté de la musique de film, du coup, j'ai commencé à chercher à écouter des trucs un peu plus... Je vais pas dire ancien parce que finalement il y a des musiques de films qui sont très récentes, mais enfin bref, c'est ça qui m'a poussé à m'intéresser un peu à certains autres compositeurs plus anciens. Il y a eu Carmina Burana, il y a eu Loda Lajoie, enfin voilà, c'est comme ça que... Et oui, Chaton de Vie, Oui. Non, j'allais dire Chaton de Vie, la musique de Battlestar Galactica, elle est fantastique, mais oui, carrément, oui. Oui, totalement, de toute façon la série est parfaite, donc même la bio est parfaite. Voilà. Donc du coup, excuse-moi Lily, tu allais dire que si on prend juste John Williams, le nombre de... soit même carrément de thèmes d'œuvres classiques qui met en référence dans ses œuvres, ou même de formes, je sais pas si t'as remarqué, mais je dirais dans Star Wars, surtout frappant dans Star Wars, chaque personnage ou chaque élément clé de l'intrigue a son thème. Oui. Ça vient de Wagner. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote qui était marrante, mais c'était Laurence Ferrari, ça remontait il y a quelques années, donc je sais plus si elle est encore en activité, mais c'est une présentatrice céleste, journaliste, et elle avait eu un grand moment de solitude parce qu'en fait, dans une émission, ils avaient mis la chevauchée des Valkyries, qui est un morceau pareil, qui est un morceau que j'adore, et elle a fait « Ah ouais, j'adore Star Wars !» C'est pas déconnant en plus. Bah oui, mais bon, c'est forcément... Après oui, c'est le genre de... Entre guillemets, on va dire, c'est pas... C'est une... Enfin, disons que... Dire c'est drôle parce qu'elle a confondu deux morceaux, je suis pas très fan, parce que ça veut dire forcément, du coup, qu'elle est obligée, dans un sens, de connaître Wagner et la chevauchée des Valkyries, mais sur le coup, tu vois, c'est là où, du coup, ça rejoint un peu ce que tu disais sur le fait que John Williams fait beaucoup... a beaucoup ce côté, comme tu disais, à avoir des thèmes pour chaque chose, quoi. Et dans... Ah non, là, pour le coup, là, j'allais dire Pirates des Caraïbes, mais c'est Hans Zimmer, Pirates des Caraïbes. Alors, techniquement, Hans Zimmer, c'est pas vraiment Hans Zimmer, enfin, en tout cas, pour les deux premiers, c'était Klaus Baldelt, qui, apparemment, si j'ai bien compris, est un de ses élèves. Ok, d'accord. C'est écrit Hans Zimmer, donc... Oui, c'est souvent, dans la même catégorie, il y en a beaucoup qui disent que la musique du dessin animé Batman, c'est Danny Elfman, mais en fait non, pour le dessin animé Batman, c'est une de ses élèves qui était, j'ai plus le nom, enfin bref, Charlie Walker, voilà, Charlie Walker. D'ailleurs, Danny Elfman aussi, qui est un très bon compositeur, mais pour le coup, lui a des bases plus modernes et plus pop, on va dire, vu qu'il était chanteur dans un groupe de pop. Mais oui, du coup, effectivement... Pirates des Caraïbes 2, le thème du Kraken, c'est complètement inspiré de la toccata de Bach. Bah souvent, hein, t'as des musiques t'as certaines musiques classiques qui sont utilisées à outrance. Le thème de Mars, je ne sais plus le compositeur, mais c'est quelque chose qui est souvent utilisé. Alors, vous pouvez trouver d'ailleurs. Mars. Oui, possible, ouais. C'est comme Justement, petit pro-tip pour les fans de Doctor Who et les fans de musique classique, normalement sur YouTube vous devriez pouvoir trouver le concert. Bon, il y en a eu un pour les 60 ans, je sais pas s'il a été filmé, mais justement dans le concert, c'était pour les 50 ans,
il y avait des musiques de Doctor Who, mais du coup, il y avait aussi quelques musiques classiques. Et c'était assez sympa à entendre, du coup. Parce que forcément, en plus, vous avez tout l'habillage Doctor Who, donc même si la musique classique, c'est pas forcément votre tasse de thé, vous aurez ce côté Doctor Who, et je pense qu'on est beaucoup à beaucoup aimer Doctor Who. Doctor Who, c'est bien. Donc voilà. La dernière question de la soirée. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 22 ans, d'être gender fluid pansexuel? Bah, c'est cool. Voilà, c'est tout, on se donne rendez-vous. Non, mais oui, c'est... Ouais, enfin, ça... Bon, on va pas se mentir, il y a des fois où je pense que on voit plus sur les réseaux sociaux le fait que, je sais pas, les personnes gender fluid, par exemple, on nous dit qu'on n'est pas vraiment trans, les personnes pan, on nous dit qu'on n'est pas vraiment LGBT parce qu'on sait pas choisir notre camp, blablabla, blablabla. On voit plein de choses négatives autour de ça, mais moi, mon seul ressenti, c'est que... moi, j'ai des amis qui m'acceptent complètement et qui me posent pas de questions gênantes, qui me font pas de remarques blessantes non plus. Donc, mon seul ressenti, c'est que c'est cool. Bah, c'est bien. Ça fait plaisir, là. Ça fait 2 semaines de suite que j'ai des invités qui, au final, vivent bien le truc, en fait. Ça fait plaisir d'entendre ce genre de témoignage vachement cheerful, en fait. Oui. Après... il m'est arrivé des fois que sur... Bon, déjà, je m'aide pas parce que des fois, je lis les commentaires Twitter des posts transphobes. Faut éviter. Flinguez pas votre santé mentale, ça m'arrive, hein, j'ai le même entre guillemets de travers et faut pas. Vous infligez pas ça, ça vaut pas la peine. Mais je me rappelle que, pour la Pride, pas celle de cette année, mais celle de l'année d'avant, j'ai fait une magnifique pancarte avec écrit « Jésus est gay » et de l'autre côté, j'avais écrit « Aime ton prochain et ferme ta gueule ». Parce que je suis aussi catholique et pour moi, être catholique, c'est pas dissociable. Bah d'ailleurs, j'avais allumé sur Twitter des gens qui étaient là à me dire « Bah du coup, t'es pas LGBT ?» Je dis « Bah si, mais c'est pas possible. » Bah si, c'est possible. Et j'étais partie en débat avec une personne qui m'avait cité Paul, qui m'avait cité les lettres aux Corinthiens, pour lui finir par lui dire « Ouais, t'es au courant qu'à aucun moment il n'est précisé qu'être LGBT c'est mal dans la Bible. » La seule chose qui est précisée, si on traduit Sodome et Gomorrhe, au cas où quelqu'un vous citerait Sodome et Gomorrhe un jour pour vous dire « c'est écrit dans la Bible que c'est pas bien, regarde, Sodome et Gomorrhe a été détruit », on parle de viol. Ouais. Mais je sais que souvent il y a ce verset de la Bible qui est cité à tort. J'ai vu ça sur Twitter il y a une paire d'années où t'as quelqu'un qui disait en fait le verset de la Bible qui dit tu ne coucheras pas avec un homme comme tu coucherais avec une femme a été retraduit, mais qu'en fait à la base c'était tu ne coucheras pas avec un enfant comme tu coucherais avec une femme. Donc du coup voilà. Bah d'ailleurs pour la petite histoire, cette année la Pride je l'ai aussi fait avec un groupe de LGBT qui était plus ou moins affilié à une église. C'est un peu compliqué avec une histoire d'association, mais ouais, c'est totalement possible. Alors, avant de dire au revoir, je vais juste lire le long commentaire de Tigus. Déjà, salut à toi Tigus, qui me dit « Coucou, désolé, je peux pas suivre, mais je fais suite au commentaire de Na le chaton. Ça parle bien musique. Important l'éveil musical vers 4-6 ans pour tous. Après, chacun fait son choix. Enfin, si les parents sont à l'écoute, effectivement, ce sera un plaisir de voir le différé, Lily. » Du coup, merci Tigus et merci si tu regardes et écoutes en différé. Et qui ensuite nous dit perso, je passe du classique à l'électro, au jazz, au rap, à 16. Non, on n'est plus en 2000. Tu peux plus le dire ça. Tu peux plus le dire ça. Je suis désolé, Tigus, tu peux plus. Il est tellement parti en live 16. Je parle pas musicalement pour le coup. Du pop sans souci, juste l'opéra, c'est hard, le metal m'assoupit. J'espère que vous aussi. Que nous aussi on écoute, qu'on passe de tout à tout. Oui, j'imagine. Pour toi, Lily, c'est pareil. J'avoue, la seule. J'ai rien compris. La seule chose de musique autre que. Enfin non, si j'écoute des musiques de films et de jeux vidéo. À part. D'accord. Ok. Il nous dit j'espère que vous aussi. Bisous et bonne soirée. Voilà. Bisous. Alors. Petit disclaimer, je suis en train de mourir. Par contre, à la base, l'émission était censée durer 1 heure. Oui.
C'est le premier truc que j'ai dit à Lily, j'ai fait écoute, je suis désolé, on pourra pas faire trop long parce que j'ai super mal, là je suis vraiment en train de décéder, mais du coup il y a des sujets qui m'attrapent. Chaton nous fait moi oui en temps normal, sauf qu'actuellement je fais une hyper fixation sur Muse, ceux qui restent barrés, bah oui, Muse ils font du métal, de la pop et de l'électro dans le même album, donc voilà. Bah écoute, Lily, je te propose, je vais pas dire le mot de la fin parce que c'est un abus de langage vu qu'à chaque fois je redis quelque chose à l'heure, mais est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on déconnecte? Si vous ne voulez qu'un seul nom de musique à écouter, écoutez du Lily Boulanger. Je vous assure, c'est pas moi, c'est une compositrice du début des années 20 qui est du début du XXe siècle, pardon, excusez-moi, et qui a composé des trucs incroyables. Elle s'appelle Lily Boulanger. Écoutez du Lily Boulanger. Bon, par contre, son pain était pas excellent. Non. J'aurais pu dire elle faisait beaucoup de pain, vu que c'est aussi un terme musical, mais c'est un peu plus... La vanne aurait été un peu plus... voilà. Donc Lily Boulanger. Lily Boulanger. Ok. Bah écoutez, moi je vais faire comme d'habitude, je vais vous remercier d'avoir regardé en visu, en live ou en différé. Merci beaucoup. Si vous pouvez, si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à follow sur Twitch. Plus il y a de monde, plus il y a de visibilité, bah déjà plus ça va flatter mon ego, on va pas se mentir, mais en plus ça va vous permettre de découvrir les parcours de personnes qui sont la plupart du temps très chouettes. Et puis ensuite, un grand merci à toi Lily, c'était super intéressant. On a parlé un peu plus de musique, un peu moins de parcours LGBT, mais franchement j'ai quand même... Je sais pas pour les gens qui auraient écouté, mais je trouve ça super intéressant. Bah, c'était une super discussion, merci à toi aussi. De rien. Et comme d'habitude, je vais dire merci à Chaton d'avoir été là, d'avoir live tweeté normalement sur le compte CQTP. Et je t'aime Chaton. Et puis je vous dis, j'essaye de nouveau de reposter les replays un peu plus tôt, donc vraisemblablement mardi ou mercredi plus tard pour le replay. Et la semaine prochaine, je ne serai pas là parce que justement je serai chez Chaton. Mais on se retrouve normalement dans 2 semaines avec un nouvel invité. Bonne soirée à tout le monde, prenez soin de vous. Et puis... Chaton qui... merci quand même. Merci d'avoir écouté l'émission, même si tu mangeais en même temps. C'est dommage parce que pour le coup, le live shoot aurait été super intéressant parce qu'on a balancé plein de trucs super... Alors, si jamais vous écoutez en live, en différé, pardon... Non, attendez, non, Si jamais vous écoutez maintenant, que vous avez pris l'émission que maintenant et que vous allez réécouter la VOD, n'hésitez pas à chercher parce qu'il y a on a donné pas mal de noms de compositeurs et pas mal de musiciens qui pour le coup sont super chouettes à écouter. Donc voilà, c'était C'est quoi tes pronoms. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Et puis, je sais pas quoi dire d'autre, donc je vais juste faire ça.